Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de lombalgie, donc de problèmes de dos et tenter de vous amener des indications pour vous permettre de surmonter et de travailler et de faire ce que vous pouvez faire avec ce problème. Donc je vais en même temps parler de lombalgie chronique mais aussi de lumbago. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça fait plus de 25 ans que je suis lombalgique chronique. Mon premier lumbago, je l'ai eu à l'âge de 15 ans en stage de sport. Et je me suis fait opérer d'un syndrome de la queue de cheval il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que j'avais une de mes hernies qui s'était déchirée, migrée dans mon canal lombaire et qui comprimait toutes mes racines nerveuses, donc les sciatiques, les crurales et aussi les nerfs qui vont dans le périnée. Donc ça c'est une urgence médicale puisque vous finissez paraplégique et ça du coup c'est pas cool. Donc même si c'est très très difficile de donner des indications générales puisque chaque personne a son problème, je suis face au paradoxe de donner un conseil général pour tout le monde et un conseil pour toutes les phases lombalgie chronique ou lumbago où je n'ai pas mal et je m'entretiens. Un conseil général face à une singularité de chaque personne, de chaque état discal, de chaque vertèbre. Chaque patient présente sa morphologie, ses postures, ses réactions par rapport à la douleur, sa forme de disque, son type d'hernie, son type de lésion, avec ou pas d'arthrose, si oui à quel étage, l'état des sacroiliaques, des hanches, de l'état général en fait. Donc donner un conseil général, c'est difficile. Alors je donne des indications pour gérer vos lombalgies parce qu'on est en confinement, parce qu'on entretient seul à la maison. Mais évidemment, si vous avez mal au dos, vous allez aller voir votre kiné. En début de chaque séance, on va vérifier comment se comportent vos lombaires dans toutes les postures, assises, debout, en fonction de la position des bras aussi. Et puis savoir dans quelle rotation votre lombaire, vos lombaires, L5, L4, on va vérifier chaque lombaire dans quelle rotation. On va donc faire une correction analytique manuelle de cette lésion Et de le confronter au souffle en même temps, en synergie. et de la confronter à une posture de plus en plus excentrée. Évidemment, on ne peut pas le faire maintenant quand on travaille seul. Je vous parle de techniques d'entretien. Voilà, donc la première chose à faire et qui est recommandée, c'est la marche. Donc, je vais marcher régulièrement. Alors, surtout en ce moment, c'est peut-être difficile pour beaucoup de gens avec le confinement. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin où je peux tourner en rond. Donc, même en phase aiguë, en lumbago, il est recommandé de marcher. Effectivement, si vous avez un lumbago, ça peut faire mal, mais peut-être qu'au bout de quelques minutes de marche, vous devriez voir une diminution de vos douleurs. Par contre, si elle augmente, vous arrêtez, on remettra ça à plus tard. Et en phase aiguë, il est recommandé d'alterner la marche avec des phases de repos sur le dos, plutôt dans votre lit pour que le matelas absorbe vos courbures avec les genoux relevés, avec ou sans coussin. Donc voilà, la marche, il est recommandé la marche, une demi-heure par jour en phase aiguë, avec une alternance de je me mets sur le dos pour me détendre et puis casser l'effet de la pesanteur sur mes disques. Vos disques intervertébraux sont plutôt caoutchouteux, même s'ils sont assez denses, ils ont cette dualité d'être souples et rigides. Il faut savoir que l'hydratation est importante. Et par rapport à la pesanteur, il a été montré chez quelqu'un de sain, et puis après la croissance, que nous allons gagner 1 centimètre la nuit, puisqu'on casse l'effet de la pesanteur, et que ce centimètre que nous allons perdre au fur et à mesure de la journée. Donc il y a bien un tassement. Alors 1 centimètre, vous allez me dire, c'est pas grand chose sur la vingtaine de disques, mais en fait c'est suffisant pour faire une différence sur le long terme. Si je prends en compte cette notion de pesanteur qui s'accumule dans la journée et qui donc fait que je vais, pour limiter mes douleurs, pratiquer de me mettre sur le dos régulièrement dans ma journée. Enfin, en même temps, 1 centimètre, c'est énorme. Oui, à l'échelle articulaire,
1 cm divisé par 20 disques, ça fait donc 1,5 mm à chaque étage. C'est énorme, c'est une petite différence énorme entre une articulation douloureuse ou pas, inflammatoire ou pas, ou une usure prématurée ou pas, comme l'arthrose et la discopathie. Et donc en fait que l'on pourrait repousser, limiter en tout cas les dégâts dans le temps, en tout cas la prendre en compte, cette composante de tassement. C'est pour ça que donc en RPG, il y a une traction qui va se combiner avec la correction analytique. Pour rappel, le diaphragme qui est mis en tension à chaque inspiration depuis qu'on est né, ou quand on vient mettre une tension active avec un souffle, une expiration prolongée, voilà, va mettre une tension des lombaires jusqu'au cervical. J'inspire, mes lombaires, mes cervicales et donc mes dorsales aussi se tassent. Concernant la marche, vous avez différentes modalités de marche très intéressantes. J'ai appris beaucoup de marches différentes en Tai Chi Chuan notamment. Vous avez aussi la marche nordique qui est très intéressante. Et puis aussi concernant la marche, vous pouvez aussi augmenter son effet thérapeutique d'un point de vue global, et donc avec l'aspect neurologique. Ce n'est pas que votre corps qui marche, mais aussi votre cerveau qui coordonne tout ça, notamment sur les marches conscientes, c'est-à-dire de pratiquer une relaxation, une méditation pendant que vous marchez. Même si habituellement on pense qu'une méditation, une relaxation se fait en statique, vous savez déjà qu'on peut pratiquer ceci en mouvement. Donc la marche, se mettre sur le dos régulièrement, mais aussi évidemment quelque chose qui est extrêmement important, qui fait partie des choses majeures dans la prise en charge de son corps, c'est le souffle. Donc je peux de temps en temps, pendant que je marche, souffler. Je crée un frein avec ma gorge, mes lèvres, pour en augmenter l'effet neurophysiologique. Et je peux le placer de temps en temps. Je ne vais pas souffler tout le temps. Ça va être trop contraignant, mais de temps en temps. Et si je peux souffler, donc de haut en bas, poitrine, ventre, périnée, j'en augmente l'effet. Ça va être compliqué en marchant, vous risquez de sentir que souffler en marchant va notamment créer plus de tension au niveau abdominal et des obliques, puisqu'il y a une rotation quand vous marchez, une alternance droite-gauche qui va augmenter l'effet notamment des obliques. Et ça, c'est très intéressant. Je marche, donc je suis en train de normaliser ma posture qui est trop souvent dans nos sociétés. Notre posture trop souvent dans une position assise, une société très sédentaire. De plus en plus les gens, on mange assis, on va en transport au boulot assis, on travaille assis, et puis le soir on rentre, on est tranquille, assis ou avachi dans le canapé. Et ça pose un problème de déformation des disques, de recul du noyau pulpeux qui est au centre du disque et qui va créer un bombement progressif vers l'arrière, puisque l'appui est antérieur. Mon disque va reculer, et avec ce bombement, quand je vais me redresser, me relever, amplifier la contrainte postérieure du disque jusqu'à créer une hernie, alors soit progressivement, soit d'un seul coup. Donc la marche nous permet de normaliser et de redresser notre disque, nos vertèbres, notre rachis en entier, notre dos, et de redonner une forme au disque normal par rapport au fait que en position assise, j'appuie sur l'avant du disque et la matière du disque, notamment avec le noyau pulpeux au milieu, va reculer, créer un bombement, une hernie progressivement. Alors s'il y a trop de flexion dans ma vie corporelle, pourquoi je n'équilibrerais pas en faisant de l'extension? Oui, c'est très intéressant, c'est une idée, mais non, en fait, très attention à ça, à ce concept. Donc puisque je vis beaucoup en flexion, je vais équilibrer mes tensions posturales en pratiquant des techniques d'extension. Alors, ces techniques d'extension, en fait, elles existent déjà. En kiné, depuis quelques décennies, vous avez vu Mackenzie,
Vous avez tout ça en yoga. Alors, ça peut montrer des bons résultats. Oui, effectivement, faire de l'extension, ça va avoir de toute façon l'inverse de la dynamique du disque dont je vous parlais, avec le noyau qui va reculer. Là, on va le réavancer. Mais dans des situations de douleur, de discopathie, ça va plutôt avoir un effet dangereux ou délétère, parce qu'on va trop comprimer ou trop écarteler les fibres tissulaires du disque. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, marcher est une excellente alternative aux techniques en extension, puisque quand je marche, je suis en extension au niveau de ma hanche, de mes lombaires. Je le fais de façon alternée droite-gauche, c'est pas tout en même temps, parce qu'on marche pas de façon symétrique, il y a une alternance de jambes droite-gauche, et qui fait que je vais normaliser progressivement ma tension discale régulièrement, avec une légère extension. Après, de toute façon, l'amplitude entre vos deux jambes va se mettre à votre niveau de douleur. Effectivement, plus on a mal, moins on va vouloir faire des grands pas. Et mieux ça va. Après une crise, par exemple, je me remets à marcher. Petit à petit, je vais bien sentir que mon mouvement est plus fluide, notamment l'extension du hanche. Donc la jambe peut rester en arrière. Et puis la flexion, je vais chercher plus loin devant. Voilà, mon amplitude de pas s'augmente progressivement. Donc la marche, donc la position allongée que je vais avoir progressivement mettre en place dans ma journée. Je vous parle de simple, la marche, le repos sur le dos pour enlever la gravité, la pesanteur, mais aussi l'hydratation. Paradoxalement, on perd la sensation de soif avec l'âge, alors qu'en fait nous avons besoin de plus en plus de boire pour assurer la souplesse des tissus articulaires, discaux, et aussi la fluidité, notre circulation sanguine lymphatique qui nous aide à cicatriser des tissus qui sont lésionnés, inflammatoires. Alors ensuite, il va falloir s'étirer. Pourquoi ? Parce que tout au long de notre vie, on se rétracte. Quand vous mangez un vieux mouton et puis un jeune agneau, vous sentez bien que la structure musculaire n'est pas la même. C'est un peu pareil pour nous. Il y a un enraidissement chez tout le monde de tous nos muscles. Alors en particulier et en premier, le système respiratoire, donc le diaphragme qui se rétracte. L'intérêt de placer en premier le souffle, qui est donc notamment un étirement du diaphragme, des muscles du dos, et puis donc une réorganisation des tensions, puisque si je viens restimuler mon souffle, donc la chaîne antérieure musculaire avec les abdos, je vais normaliser mes tensions, puisque ça va diminuer mes tensions postérieures. Juste d'un point de vue neurologique, quand je contracte un muscle, son opposé, son antagoniste va se détendre. Et aussi d'un point de vue mécanique, si je refais du gainage, je crée une tension sur le caisson abdominal qui me permet de décomprimer aussi mes tensions lombaires. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des abdos. Faire du gainage, c'est pas faire des abdos comme on le voit sur le dos, avec les jambes devant ou en se relevant avec les coudes et la main derrière la tête. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est acquis maintenant. Alors pas forcément pour tout le monde, mais c'est acquis maintenant au niveau des dernières données médicales. Voilà, donc les abdos, on les fait avec le souffle. Après vous avez des gainages en planche et ainsi de suite. Ça, c'est pas quelque chose que je vais vous montrer, ça existe partout ailleurs. Ensuite, après l'étirement du diaphragme, extrêmement intéressant et salvateur de s'étirer les muscles qui sont au niveau des lombaires, du bassin et qui vont dans les jambes. Alors justement, quel muscle en priorité ? Je devrais faire un check-up de tous mes muscles, savoir lesquels sont les plus raides, les plus toniques, et travailler dans le sens de ce diagnostic de qui est le plus tendu. C'est extrêmement difficile de savoir tout ça. Quelle est la posture le plus à travailler, quel est le muscle à cibler en priorité. Donc quel muscle est tiré en priorité, c'est une question. Mais aussi, c'est une question importante à se poser, comment vais-je pouvoir m'étirer
les muscles qui sont donc incriminés dans mon système neurocorporel de lésion et de chronicité de douleur, sans justement augmenter la contrainte articulaire, puisque si je veux étirer le muscle qui passe en pont de l'articulation, qui la comprime habituellement, parce qu'il est trop raide et parce qu'il est hypertonique, quelle qu'en soit la raison, comment je vais l'étirer, je vais donc mettre une contrainte sur l'articulation. Si j'ai l'arthrose de hanche et que j'étire les muscles du quadriceps, je crée une contrainte de hanche articulaire, alors que l'objectif est d'étirer les muscles pour diminuer la contrainte articulaire. Donc je suis face à un paradoxe. Quand j'étire, je mets une contrainte sur l'articulation. Si elle est en lésion, c'est un non-sens. Alors, si j'ai mal, je vais préférer m'étirer sur le dos. C'est difficile de faire les postures d'étirement en charge, donc debout penché en avant, la fente avant. Si déjà vous avez mal, si vos disques ou les articulations postérieures sont inflammées, si votre cerveau reçoit trop d'informations douloureuses et qu'il est en compensation, vous risquez d'augmenter le problème d'un point de vue neurologique, d'un point de vue mécanique. Et donc en crise, il est dangereux de s'étirer. Alors ensuite, il y a un élément très important, c'est que dans les douleurs chroniques, on a une modification au niveau neurologique de nos zones de cartographie cérébrale notamment. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est une saturation du système limbique. C'est un système qui va gérer nos douleurs, mais aussi les émotions. Bon, alors c'est pas que le système limbique, c'est tout un système neurologique extrêmement complexe. J'en ai même pas toutes les connaissances. Qui même augmente en ce moment avec toutes les recherches qui sont faites. On fait des découvertes de choses qui existent déjà, bien sûr, dans notre cerveau depuis très longtemps. Alors, quand on en a plein le dos, c'est pas par hasard, même si je n'aime pas trop les raccourcis pseudo, psycho, je sais pas quoi, mais c'est une réalité, c'est que votre corps est saturé de douleur autant que votre cerveau va être saturé d'informations. Et pour les gens qui ont des douleurs chroniques avec des phases aiguës, on sait bien que c'est extrêmement difficile d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique, de supporter ça. Surtout si on est alité, qu'on ne peut pas aller travailler et que notre projection spatio-temporelle est difficile. Je ne peux pas faire ce que je veux et mon futur est extrêmement désagréable à imaginer. Donc c'est pour ça qu'en fait il est proposé aussi aux gens, à côté de gérer leur problème mécanique de dos, de gérer aussi cet aspect neurologique, psychique, par les techniques de relaxation, de méditation, et ainsi de suite. Mais sachez qu'il est normal d'être en difficulté psychique quand on a des problèmes chroniques avec des phases aiguës. C'est normal, et je vous le dis, c'est pas parce que je suis thérapeute que je suis supérieur à vous. Je suis dans la même galère quand j'ai une crise que le patient. Il ne faut pas croire qu'un thérapeute a la solution ou ne galérera pas avec son problème, lui également. Donc je vous parle d'étirement, donc de stretching en posture, donc avec des pratiques plutôt au sol, sans la pesanteur quand on a mal. On aura le temps de se mettre en charge avec des postures plus compliquées, avec l'amélioration des symptômes. Après la marche, se mettre sur le dos régulièrement, l'hydratation, le souffle. Vous avez donc les dynamisations. Je vais pouvoir bouger mon corps avec deux types de mouvements. Les mouvements en flexion-extension, donc dans le plan antéro-postérieur, coordonnés avec le souffle. Ensuite, nous avons les dynamisations en mouvement dit lemniscal, en forme de l'infini, en forme de 8, en forme de serpentation. Alors quand on marche, il est naturel dans le bassin et dans les épaules en opposition. Et on sait aussi que c'est un mouvement qui va diminuer avec l'âge. Avec l'âge et les tensions, la rétraction générale du corps. Il y a une diminution donc, de ce qu'on appelle le pas pelvien, donc de cette serpentation. Il n'y a plus que les jambes qui vont bouger, votre bassin va rester fixe comme ça et ne participe plus à la marche pour aider les jambes. Donc vous avez une fixation
des mouvements des lombaires, de vos dorsales, puisque la rotation c'est plutôt en dorsale qu'en lombaire, avec le temps. D'où l'intérêt des mouvements de dynamisation léniscale. Et bien sûr, ces modalités sont toutes infinies, et encore une fois, il est compliqué de montrer quel est le bon mouvement, mais plutôt quel est le principe des mouvements que vous pouvez mettre spontanément en place quand vous allez pratiquer ce mouvement de dynamisation dans votre séance d'aujourd'hui. Et ça, c'est valable en lombalgie chronique comme toutes les maladies chroniques, et finalement comme toutes les techniques d'entretien préventif. Et encore une fois, donc, je vous rappelle l'intérêt extrêmement important de le faire en pleine conscience. C'est-à-dire que quand je vais faire ma pratique, je ne vais pas être en train d'appeler quelqu'un au téléphone et de me concentrer sur autre chose. Tout comme voilà, si je marche, je ne vais pas faire autre chose. C'est pourtant ce que je fais maintenant, mais la plupart du temps, quand je vais marcher, j'ai des moments où j'écoute mon corps, je vais faire mon scan corporel, plutôt dans des pratiques type donc méditatives, de scan corporel, de souffle, voilà, une conscience de mon intériorité dans mon espace extérieur. Et on a démontré que ça a amplifié l'effet neuroplastique, de normaliser la gestion par votre cerveau de vos soucis, de votre corps. Donc, encore une fois, quelque chose de très personnel. C'est un chemin qui est difficile. On se pose toujours des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est utile? Parce qu'on est quand même face à un paradoxe, encore une fois, de pratiquer et de ne pas en voir les résultats tout de suite. C'est une question d'entretien sur le long terme. Et c'est compliqué dans nos sociétés où on nous a appris que face à un problème, il y avait un diagnostic et un traitement. Alors le médecin me donne un antalgique, le chirurgien m'enlève l'hernie. Mais sur la chronicité, cela ne suffit pas. Et c'est pour ça que je vous parle de pleine conscience dans vos exercices corporels, dynamiques également. Ce n'est pas que en statique que l'on fait de la méditation. Alors ensuite, si je ne suis plus en crise de lumbago et que je suis en entretien, même si j'ai un peu mal au dos, je vais pouvoir faire des choses un peu plus compliquées. Et effectivement, vous allez pouvoir faire des mouvements un peu plus amples, dont on va avoir besoin, puisque dans nos vies quotidiennes, vous allez devoir vous pencher en avant pour mettre vos chaussettes, devoir lever le bras en extension pour attraper le verre en haut du placard, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, progressivement, je peux aller sur des méthodes un peu plus complexes, et là, vous en avez une ribambelle, des méthodes plus ou moins statiques et prise de conscience, comme les méditations, le pilate, le Feldenkrais, vers des techniques beaucoup plus dynamiques sur le Tai Chi Chuan, tout l'exercice de Qigong en général, mais aussi des techniques de yoga avec des postures en hyperflexion et hyperextension qui normalement sont bien équilibrées par la personne qui vous accompagne. Mais à chaque fois, soyez à l'écoute de vos sensations, ne forcez pas, et dans le doute, abstenez-vous. Je respecte ma douleur. Elle est mon maître, je la respecte. Alors je vais rajouter un aspect ergonomique sur la position assise, notamment plutôt dans ce qui est canapé. C'est peut-être confortable, mais en fait ça va avoir une action délétère sur le disque, ça va le déformer en faisant une pression antérieure, sortir la matière, créer une contrainte discale qui peut amener donc des protrusions jusqu'à l'hernie. Protrusion, c'est le début de l'hernie en fait, ça fait un bon moment sur le disque qui se dirige vers l'arrière. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une assise avec les fesses au fond et de mettre un coussin lombaire. Mais je vous cache pas que c'est compliqué. Quand on a des discopathies comme moi, avec une chirurgie qui a délabré encore plus les disques, rester assis, canapé, même avec un coussin, c'est compliqué puisqu'on glisse au bout d'un moment. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de rester longtemps sur un canapé. Et que si je n'étire pas mes fessiers, mes ischio-jambiers, enfin tous mes muscles antérieurs, postérieurs, tous mes muscles en fait,
je vais avoir une grosse difficulté à rester assis avachi longtemps. Donc pour ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher parce que c'est compliqué, je vous conseille de mettre un coussin derrière le dos et puis pourquoi pas, puisque vous connaissez l'intérêt du souffle, de souffler de temps en temps, même si vous êtes en train de lire un livre ou de regarder la télé. Donc pour résumer, voilà, comment gérer mon dos qui me fait mal de façon chronique et comment en fait aussi prévenir les soucis. Donc la marche, le repos sur le dos, je casse la pesanteur de façon régulière, l'hydratation, du stretching, et puis une conscience de mes dynamisations, de mon corps. Donc ça peut paraître extrêmement simple et naïf, mais sur le long terme, c'est extrêmement important. Et j'ai tout intérêt à placer ces pratiques pour mon bien-être. Alors, moi, ça a été compliqué ce cheminement. Et en fait, je n'ai pas eu le choix. Et si je ne mets pas ça en place, j'ai mes douleurs qui augmentent jusqu'à être dans le rouge. Et il suffit d'une goutte d'eau, d'un mouvement, qu'on dit par exemple faux mouvement, pour me déchirer à nouveau le disque et passer un petit moment en lumbago. Mais sachez que progressivement, j'ai de moins en moins de lumbago qui sont de moins en moins forts, moins en moins longs. D'expérience, j'arrive spontanément à anticiper maintenant. Je suis beaucoup plus dans une pratique préventive que curative. Bon, je dis ça, mais en ce moment j'ai un peu plus mal que d'habitude. Corriger mes lombaires tout seul, c'est un peu compliqué. Alors voilà, j'espère que cette vidéo avec mes indications vous auront aidé à mieux gérer vos lombalgies. J'espère que ça vous a amené des indications utiles et puis que vous avez passé un petit moment histoire de changer les habitudes de ce quotidien pesant. J'espère que ça a modifié légèrement votre fonctionnement cérébral pour avoir aussi un renforcement sur vos pratiques corporelles dans cette gestion difficile des problèmes chroniques.